Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette magnifique salle de l'Institut du monde arabe. Merci infiniment à vous tous pour votre présence à cette table ronde organisée dans le cadre de la Semaine du cerveau. Une table ronde intitulée Quand le cerveau vieillit, la lumière infrarouge pour mieux vivre. Une table ronde à l'initiative du fonds Clinatech. Le fonds Clinatech, c'est un des partenaires de Clinatech, un centre de recherche biomédicale créé au début des années 2000 à Grenoble sous l'impulsion du CEA, du CHU de Grenoble et de l'Université de Grenoble. Le fonds Clinatech fait de la recherche très innovante sur les nouvelles technologies et la physique pour soigner. Et on va évoquer justement une nouvelle approche, une nouvelle stratégie thérapeutique avec l'apport de la lumière pour améliorer le fonctionnement des cellules et ralentir la dégénérescence de nos neurones. Vous le savez, nous vivons plus longtemps que jamais. L'espérance de vie pour une femme est aujourd'hui de 85 ans. Pour un homme, elle est entre 79 et 80 ans, un peu moins. En 2040, un Français sur 4 aura plus de 65 ans. Et aujourd'hui, on vit en moyenne un peu plus de 20 ans après le départ à la retraite. C'était 3 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une formidable avancée, mais ce progrès s'accompagne d'un défi, préserver notre autonomie et notre santé cognitive. Près d'1 million de personnes vivent aujourd'hui avec une maladie d'Alzheimer en France ou apparentée, 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer va doubler d'ici 2050. Alors dans ce contexte, comment comprendre comment le cerveau vieillit et explorer de nouvelles pistes pour le soutenir devient un enjeu majeur de santé publique. L'enjeu aujourd'hui n'est plus seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps en bonne santé cognitive. Avec nous cet après-midi, et je les en remercie par avance, le professeur Virginie Desestrées. Vous êtes neurologue, vous dirigez le service de neurologie, de la cognition, de la vision et de l'équilibre, c'est assez long, aux Hospices civils de Lyon. Vous êtes aussi vice-doyenne de la faculté Lyon-Sud. Vous êtes donc très impliquée dans la formation et dans l'enseignement. Le professeur Pierre Magistretti, professeur émérite de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, neurologue, médecin neurologue, expert, on peut le dire, expert mondial dans le domaine du métabolisme cérébral et des maladies neurodégénératives et également président du conseil scientifique du fonds Clinatech, organisateur de cette table ronde. Et Nathalie Toll, directrice santé prévoyance du groupe Covea. C'est une société de groupe d'assurance mutuelle française qui réunit notamment les marques, vous les connaissez toutes, NAMAF, MMA et GMF. Et Covea, via sa fondation d'entreprise sur l'inclusion sociale et humaine, est aussi un des grands mécènes du fonds Clinatech et soutient notamment sa recherche sur la lutte contre les maladies neurodégénératives et le vieillissement cérébral. On va donc entamer cette table ronde qui va durer environ 45 minutes et vous pourrez bien sûr à la fin poser toutes les questions que vous voulez à nos intervenants en toute liberté. Je commence avec vous, professeur Pierre Magistretti. On va poser, si vous voulez bien, les bases scientifiques. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que se passe-t-il concrètement quand le cerveau vieillit? Est-ce qu'on sait ce qui s'y passe? Je dirais qu'on sait un certain nombre de choses, de phénomènes, mais évidemment, on ne connaît pas tout. D'une manière très simpliste et un peu simplifiée, mais pas trop, on peut dire que c'est une sorte de processus d'usure qui est lié à une activité permanente sur des décennies de la part d'un organe qui consomme pratiquement un quart de l'énergie de l'organisme, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle. Alors, quel est ce processus qui coûte tellement d'énergie? Eh bien, le neurone est constitué de deux grands types cellulaires, les neurones et les cellules gliales. Or, les neurones utilisent de l'électricité
et de la chimie pour communiquer. L'électricité au sein même du neurone, dans l'axone, on a peut-être entendu parler de cela, et pour générer de l'électricité, c'est un peu comme une batterie, il faut la recharger. Or, il faut recharger en permanence les neurones, distribuer les charges comme on ferait dans une pile pour pouvoir produire de l'électricité, en simplifiant. Et ensuite, il y a une composante chimique entre les neurones. Les neurones communiquent par des signaux chimiques. C'est des molécules qu'il faut synthétiser, qu'il faut dégrader. Donc, c'est un processus qui coûte, tous ces processus coûtent beaucoup d'énergie. Or, pour produire de l'énergie, l'organelle, on appelle ça la partie essentielle de n'importe quelle cellule, c'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est une sorte d'usine énergétique de toute cellule. Elle est capable de transformer une forme de carburant qui est le glucose, le sucre circulant, et de le transformer par des processus biochimiques indirects et directs en un autre carburant, qui est le carburant de chaque cellule, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Alors ça, c'est très bien, on connaît bien ces processus, sauf que ces mitochondries sont un peu comme un vieux moteur qui consomme beaucoup d'huile, pas de l'essence, mais vous savez, ces moteurs, les pots d'échappement, où il sort une grande fumée noire parce que les pistons marchent, mais enfin, ils ne sont pas tout à fait étanches. C'est bien, c'est un peu ce qui se passe dans la mitochondrie. Elle continue bien sûr de fonctionner, mais avec l'âge, il y a des processus d'ailleurs qui permettent de maintenir en forme ces mitochondries, mais voilà, ils s'épuisent un peu. Donc, on finit par... Ces mitochondries sont moins efficaces, elles produisent un peu moins d'énergie et produisent un peu plus de polluants, appelons ça comme ça, qu'on appelle les radicaux libres. Ce sont des molécules qui sont en partie nécessaires, mais à l'excès, elles deviennent dangereuses pour les cellules. Et en plus, tous ces processus, notamment la formation de radicaux libres et d'autres processus cellulaires, peuvent promouvoir des réponses inflammatoires. Donc un cerveau vieillissant est un cerveau qui est un peu moins efficace à produire de l'énergie et qui est un petit peu enflammé. Il y a une inflammation chronique. Ça, c'est deux grands processus. Après, on peut aller dans plein d'autres détails. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des neurones qui ont cette caractéristique à 80 ans, disons, ils produisent un peu moins d'énergie et ils sont un peu plus sujets à l'inflammation et on produit un peu plus de ces radicaux libres, eh bien, les neurones vont devenir vulnérables. N'importe quelle agression, quelle qu'elle soit, et notamment, il y a tout un domaine maintenant lié au vieillissement qui est, il y a la production de protéines, c'est-à-dire de molécules qui peuvent être toxiques. Eh bien, si vous avez des neurones en pleine forme, ils vont pouvoir digérer ces protéines toxiques. Avec l'âge, à cause de ces processus que je viens de décrire, de vieux moteurs, eh bien, ils vont être beaucoup plus vulnérables. Et fondamentalement, c'est cela qui se développe. Il y a certainement d'autres processus, ce n'est certainement pas les seuls, mais je les mentionne aussi parce que ces processus sont, des processus, disons, de dysfonctionnement, voire pathologiques, sont les cibles de la lumière, de la photobiomodulation. Mais alors, est-ce que c'est un processus normal ou c'est le début, là, ce que vous décrivez, le début d'une maladie? Alors, là, peut-être je laisserai bien sûr la clinicienne entrer dans la discussion, mais en fait, il y a, disons, avec le vieillissement, quel est le facteur? Prenons la maladie d'Alzheimer, quel est le facteur de risque le plus important? Bien, c'est le vieillissement. Donc ça veut dire que ces processus que je viens d'écrire, peut-être d'autres, en rendant les neurones plus vulnérables, les exposent plus facilement à d'autres processus pathologiques, peut-être liés à la maladie d'Alzheimer ou à d'autres pathologies, qui font que ces neurones ne fonctionnent pas seulement moins bien, mais ils commencent à mourir. Et là, les problèmes commencent. Et donc, je dirais d'ailleurs, une distinction qu'on peut faire à grands traits, c'est que, en fait, on perd pas tellement, on perd un peu de neurones avec le vieillissement, mais pas tout. Ce qu'on perd,
c'est les connexions entre les neurones, c'est les synapses. Et ça, c'est quand même important pour un système qui contient 80 milliards de neurones. Chaque neurone recevant 10 000 synapses, donc il est connecté plus ou moins en permanence à chaque seconde, à chaque milliseconde, avec 10 000 autres neurones. Si vous commencez à le débrancher, eh bien, tout ça va aboutir à un mauvais fonctionnement, notamment cognitif. Est-ce que ça veut dire qu'on peut agir avant que des troubles apparaissent? Est-ce qu'il y a des leviers pour ralentir le processus? Eh Là, bien, on est sur la prévention. c'est un des buts justement de cette photobiomodulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle agit, comme je l'ai dit il y a un instant, sur ces deux facettes du vieillissement qui sont accentuées probablement avec d'autres mécanismes dans les maladies neurodégénératives. Donc, si on parle de prévention, de ralentissement, eh bien, la photobiomodulation, il se trouve qu'elle va agir sur des protéines, donc des molécules présentes dans les mitochondries, donc ces usines d'énergie de n'importe quelle cellule d'ailleurs, pour leur faire produire plus d'ATP, plus de ce carburant important. C'est une interaction entre la lumière, de l'énergie, quelque part, une forme d'énergie, avec ces protéines qui, elles, dans une chaîne qu'on appelle respiratoire, produit de l'ATP. Avant de parler de photobiomodulation, professeur, est-ce qu'il y a une hygiène de vie, Oui. l'alimentation, les liens sociaux qui peuvent aider à soutenir ce Oui. cerveau et à faire qu'il soit en meilleure santé Alors, quand on bien vieillit? sûr, je laisserai parler Madame la professeure Dessertré, mais c'est clair que moi j'aime bien cette phrase un peu comme ça, ce slogan américain, use it or lose it. C'est-à-dire, il faut utiliser le cerveau, sinon on le perd. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester connecté. Et là, ça paraît presque évident ou peut-être trop simple, mais le lien social est extraordinairement important. Ça vous fait travailler vos synapses. Ces synapses qui marchent, elles produisent des bonnes choses pour les neurones. Évidemment, l'hygiène de vie, on sait tous, il n'y a pas besoin de dire, il ne faut pas trop boire, pas trop manger de viande, manger des légumes, et puis boire de l'eau, faire de l'exercice, pas besoin de faire du marathon, mais enfin quand même de bouger. Et vraiment, le lien social, il y a un autre point, je ne sais pas si, je suis sûr que vous connaissez Virginie, chaque année, il y a un article dans le Lancet, qui est une revue médicale, qui fait une liste des points d'intervention sur lesquels on peut agir pour justement diminuer le risque de maladies neurodégénératives. Alors, bon, il y a tout ce qu'on vient de dire, mais il y en a il y en a deux. Un, je l'ai déjà dit, le lien social, l'interaction, mais l'autre, c'est l'audition, de garder la capacité auditive. Et donc de mettre assez tôt des appareils auditifs, d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, j'en ai moi-même, même si j'entends plutôt bien, mais j'ai perdu les aigus. Eh bien, pourquoi? Parce que si vous êtes dans un contexte social, d'échange, et à chaque 30 secondes, vous devez demander comment, qu'est-ce que tu as dit, etc. Bon, petit à petit, On vous s'isole. vous retirez, vous vous isolez. Et il n'y a rien de pire que ça. Alors, professeur Desestré, bon, vous voyez des patients qui sont déjà qui sont des patients malades, on est d'accord. Comment se manifestent les troubles cognitifs liés au vieillissement dans votre pratique? Alors déjà, je vais faire une petite sortie de route, mais je vais Allez-y. revenir quand Allez-y. même, parce que là, vous avez mis le doigt d'emblée, vous êtes allé droit sur la vraie question, hein, vieillissement normal ou pathologique. Oui. Donc, là, il y a des maladies dont on a parlé, sont des maladies. C'est pas du vieillissement normal. Je pense que c'est important Oui. de le redire, mais le principal facteur, c'est effectivement la vieillesse. Mais la vieillesse, c'est comme la grossesse, c'est absolument pas une maladie. Je peux pas que je tourne la tête, je vais me faire disputer. Donc, ça marchait pas mal en fait comme ça. Et du coup, parce qu'on parlait d'audition, si vous m'entendez pas, ça va régler le problème. Vous entendez bien? Tout le monde Voilà. entend bien? Mais sauf quand je tourne la tête. Ouais, voilà. C'est bon là, droit devant. Droit devant. Voilà, droit devant. Et donc, les troubles neurocognitifs, les troubles cognitifs, bon, on parle, pour être tout à fait direct, mais je pense que tout le monde a en tête des oublis, des troubles du langage, des difficultés à planifier, à gérer,
et il y en a d'autres. Je ne suis pas certaine que ça soit vraiment le lieu de lister. Ces troubles cognitifs, ils peuvent être, pour moi, ils sont des symptômes de maladie. Voilà. Donc, quand vous me demandez quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, Oui. parce qu'en pratique, c'est la question à laquelle il faut que je fasse attention de ne pas répondre n'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire quand il y a une inquiétude, qu'elle soit celle du patient, donc une plainte, ou de l'entourage. J'ai presque envie de dire parfois l'entourage, et notamment dans la maladie d'Alzheimer, la première veille et l'inquiétude de l'entourage, on en prend énormément en compte parce qu'en fait, c'est l'entourage qui voit et souvent le patient ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe au début parfois. Donc, dès qu'il y a une plainte, je pense que c'est le moment de consulter. Voilà. Il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Comment on accompagne aujourd'hui, vous, à l'hôpital, comment vous accompagnez ces personnes qui présentent ces troubles cognitifs? Alors, on accompagne de façon, démarche assez médicale. Donc, la première chose, c'est de faire un état des lieux, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de poser un diagnostic, de faire justement la différence entre ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas vraiment, ce qui est lié, ce qui est significatif, ce qui ne l'est pas. Donc, il faut poser le diagnostic du trouble. Et ça, en soi, déjà, c'est une étape importante. Il faut légitimer la plainte aussi, parce que les troubles neurocognitifs, ils ne sont pas toujours liés à des maladies neurodégénératives. Dans la vie, il y a des moments où on fonctionne moins bien, et ce n'est pas forcément des maladies neurodégénératives, il n'y a pas forcément de souffrance neuronale, mais il y a des moments, plein de moments, qui ne sont pas des maladies, mais où on fonctionne moins bien. L'anxiété peut générer une plainte, donc c'est à prendre en compte. Donc il faut faire la part des choses, il faut arriver à poser le diagnostic. Et après, le professeur Magistretti l'a déjà évoqué, la prise en charge, elle est globale. Elle est avant tout actuellement non médicamenteuse. Donc il faut éviter, en fait, identifier tout ce qui en rajoute. Tout ce qui, moi je dis, tout ce qui consomme de la bande passante. Métabolique, probablement, mais pas que métabolique. Donc, il faut éviter tous les facteurs aggravants qui vont encore perturber la fonction cognitive et aggraver les symptômes. Et puis, il faut préserver ce qui marche bien. Donc, il faut stimuler, il faut faire attention à l'audition. Vous avez eu raison de le rappeler, c'est essentiel. C'est un des facteurs qui impacte réellement la cognition, normale ou pathologique. Et puis, il faut prendre en charge l'entourage, les aidants. Parce que le patient, il n'est pas tout seul et qu'il faut absolument, donc il y a un rôle important des solidarités, qu'elles soient de voisinage, familial ou communautaire, des associations. Je crois qu'aux Hospices civils de Lyon, vous êtes en train de mettre sur pied quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement novateur. C'est une approche transversale. Vous pouvez nous raconter un petit peu en quoi ça consiste? Mettre en commun plein de médecins spécialistes dans toutes les spécialités. Bon, c'est un constat qui est assez... ça part d'un constat assez évident, c'est que c'est des maladies, vous l'avez compris, de la personne mature, on va dire. Donc, ça concerne les gériatres. Ce sont des maladies du cerveau, donc ça concerne les neurologues. Ce sont des maladies, on ne le dit pas forcément assez, qui, au cours de l'évolution, il y a les troubles cognitifs, il y a les oublis, il y a le langage, il y a la perte de pas mal de choses, mais il y a aussi des troubles du comportement, des modifications, et ça impacte énormément la qualité de vie des patients et de leur entourage. Donc pour ça, on a besoin de psychiatres qui soient, des troubles psychiatriques, je suis en train de vous en parler de troubles psychiatriques, des modifications du comportement, de la personnalité, et ça, on a besoin de psychiatres qui connaissent bien ça, donc c'est des psychiatres de la personne âgée. Et puis, la prise en charge, elle est en partie médicamenteuse également. Il faut prévenir aussi les effets secondaires. Donc, on a besoin de pharmaciens cliniciens qui connaissent très bien la vulnérabilité du cerveau des patients. Et donc, on a, sur Lyon, mais c'est effectivement une initiative, on essaye actuellement de décloisonner ces disciplines parce qu'on a eu tendance à fonctionner en silo. Il y avait les patients suivis par les gériatres, les patients suivis par les neurologues, parfois un peu plus jeunes, les patients suivis par les psychiatres de la personne âgée, ceux qui avaient plus de comportement, et puis on ne pensait pas assez aux pharmaciens. Et en fait, au cours de la maladie, les patients, c'est évolutif, et ils ont souvent besoin, peut-être initialement, du neurologue ou du gériatre, puis au cours de l'évolution,
d'expertise et d'intervention. Donc il a fallu qu'on décloisonne un petit peu ces disciplines qui avaient un petit peu tendance à pas trop à se parler, mais de façon occasionnelle. Et la meilleure façon, c'est de les mettre tous dans la même équipe. Donc on est en train de créer une fédération Au service du patient. et de l'entourage, de façon à ce que l'accès soit plus facile aussi. Il y ait un guichet unique. Nathalie Toul, merci professeur. Nathalie Toul, comment les mutuelles justement peuvent accompagner ce dont on vient de parler, les maladies dégénératives, le grand âge? Comment vous pouvez anticiper l'augmentation de ces pathologies liées au vieillissement cérébral? Alors nous, c'est pas notre métier d'accompagner les personnes âgées, bien sûr, ça c'est sûr. Donc, par contre, nous sommes mutualistes, on couvre 11,3 millions de personnes en France, elles sont des assurées. Donc, on peut accompagner parce que c'est important pour nous d'avoir une action dans la société pour demain. On est là comme assureur pour prévenir les risques de demain et s'adapter à ces changements. Donc, le premier accès qu'on a, c'est le financement via la Fondation Covea, en fait, de ce programme de recherche autour du vieillissement cérébral qu'on a. Deuxièmement, un deuxième programme de recherche, en fait, qui n'est pas de même augure, qui est sur la transition économique et les transitions démographiques. C'est quelles sont les recherches qui peuvent apporter en fait des solutions, parce qu'on sait que c'est un bouleversement qui est en plus devant nous. Ça a déjà commencé, mais c'est en plus devant nous, avec ce nombre de personnes âgées qui va, les plus de 75 ans, qui vont être multipliés par 2 sous 20 ans. Donc, comment on les aide dans leur autonomie, comment on aide à maintenir l'habitat chez eux, parce qu'on sait très bien que 85% de la population, quand on les interroge, ce qu'ils veulent, c'est rester à domicile. Donc, il y a un enjeu de transformation de l'habitat. Il y a un enjeu, je suis désolée, c'est mauvais mot, mais de financement. Il y a un moment, il va falloir quand même qu'on mette sur la table un financement complémentaire qui, même si des efforts ont été faits, n'est pas suffisant aujourd'hui. On le voit avec des gens qui se trouvent vraiment démunis. Et puis, l'isolement aussi de personnes âgées. On sait que c'est le premier facteur en fait, du vieillissement cérébral et de développement des maladies dégénératives. Donc, comment on fait pour maintenir un lien social et autour de l'habitat? Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est autour de l'habitat, comment on fait pour avoir de l'intergénérationnel qui peut-être fait son pas dans beaucoup de sens, pas que pour les personnes âgées. Vous avez des dispositifs d'accompagnement proposés aux patients et aux aidants particuliers, très concrets? Oui, alors on a des choses, différents accès. Alors, prévention primaire, on a testé en fait des bilans mémoire au sein du groupe sur des assurés qui étaient assurés en santé. Donc, on a essayé de recruter des patients pour faire ces bilans mémoire qui étaient faits avec un médecin, avec des psychologues, et avec une récurrence en fait pour mesurer en fait les suites et accompagner en fait les assurés. Le recrutement est très compliqué. Ça, faut se le dire. On a plein de dispositifs, mais alors amener les gens à utiliser les dispositifs et utiliser dans la récurrence, c'est quelque chose qui est très complexe. Et pourtant, on sait cibler de la communication vers telle ou telle personne. Sur les bilans mémoire, par exemple, 1,10%, je crois, de la population qu'on a ciblée a répondu présent et a réussi à suivre ces bilans mémoire. Et comment on explique ces freins? En fait, les communications, on est tous submergés de communication. Et du coup, on fait reset. Et c'est là où on a un vrai sujet. On a aussi pas mal de services autour de la nutrition, autour du bien-être, du sommeil, qui sont là aussi pour nous maintenir en bonne santé. Ça, c'est du premier niveau. C'est pareil. Pourtant, c'est très facile. Ça se fait avec le smartphone. On peut avoir des échanges en visio, au téléphone avec des professionnels de santé. C'est pareil. Maintenir l'usage, on voit que c'est compliqué. C'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, les petits bracelets qu'à un moment, c'était la folie à Noël. Tout le monde avait son petit bracelet pour mesurer ses pas, faire son activité. Tout le monde, au bout de 6 mois, l'a mis dans son tiroir et voilà, ça reste enfermé. Donc, créer l'usage pour maintenir en fait du bien-être et éviter la dégradation de l'état de santé, c'est compliqué. Ça, c'est du premier niveau. On a des choses de deuxième niveau. Je vais en parler parce que c'est très important pour nous. On a un dispositif en fait qui est, alors c'est pas que les personnes âgées, mais c'est plutôt pour les gens qui ont une pathologie chronique. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en place en fait un accompagnement, mais vraiment très personnalisé. On pense que c'est ça la clé. Donc, on recrute des patients dans nos assurés santé, en fait, qui ont une pathologie chronique. L'objectif, c'est de les accompagner autour d'un parcours et d'un suivi autour d'une activité physique adaptée à leur pathologie
à leur goût, à leur envie, et avec un suivi dans le temps. On va consacrer de l'argent aussi pour faire une étude en fait sur cette cohorte en fait qui va suivre ce parcours avec des cohortes témoins. Et ce qu'on veut mesurer, c'est du quali. C'est quoi comme effet sur le bien-être de la personne par rapport à sa pathologie, par rapport à sa vie de tous les jours, mais aussi sur la consommation de médicaments qu'elle peut avoir, sur ses arrêts de travail quand on est sur des populations plus jeunes. Voilà ce qu'on veut faire. On est en cours de recrutement, ça marche plutôt bien, on est plutôt content. Donc peut-être que c'est là le petit secret. C'est une étude qui va être sur plusieurs années, c'est ça? Oui, hein ouais, on vient de démarrer en 2025. Ok. Donc, on a parlé d'accompagnement, on a parlé de prévention, et puis on va parler évidemment de ces pistes d'espoir aujourd'hui, avec, vous avez commencé à l'aborder, professeur, la photobiomodulation transcrânienne, donc qui utilise la lumière à infrarouge à certaines fréquences pour cibler, pour stimuler certaines zones du cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment une lumière peut agir sur des cellules situées à l'intérieur du cerveau? Tout à fait. Commençons déjà par comment la lumière peut influencer le fonctionnement des cellules. J'ai mentionné, je pense avec une certaine anticipation, les deux des mécanismes importants au cours du vieillissement et qui peuvent être accélérés dans les maladies neurodégénératives. Ce n'est pas les seuls. C'est justement cette diminution de la disponibilité d'énergie, la capacité de produire l'énergie au niveau cellulaire et aussi la résistance à l'inflammation. Si on prend le résultat final de l'illumination de cellules, d'ailleurs, que ce soit in vitro, dans des modèles animaux ou chez l'humain, c'est de rendre toutes les cellules, mais dans le cas qui nous intéresse, les neurones, et peut-être aussi les cellules gliales, les autres cellules du cerveau dont peut-être je parlerai tout à l'heure, de les rendre plus résilientes, plus fortes, pour résister aux agressions. Et alors, les deux cibles sont l'énergie, et il se trouve que dans la mitochondrie, qui est donc là où l'énergie est produite dans les cellules, les mitochondries possèdent des protéines, des molécules impliquées dans cette production d'énergie. Je ne rentre pas dans trop de détails, mais ces protéines sont sensibles à la lumière. Ce qu'on appelle des protéines photosensibles. Alors, on en a clairement dans la rétine, c'est ce qui nous permet de voir, dans les photorécepteurs, mais on en a aussi dans d'autres endroits de l'organisme et au niveau des cellules. Ce qui veut dire que la lumière a ces longueurs d'onde précises, donc 670 nanomètres ou 810 nanomètres, elles vont fonctionner mieux et donc contribuer à une production d'ATP, de ce carburant, plus élevé. Donc la cellule aura plus d'énergie à disposition. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, dans des conditions physiologiques, cette production d'énergie s'accompagne de ces produits indésirables que sont les radicaux libres. C'est un processus qui est lié à la production d'énergie. Mais bon, tant que c'est contrôlé, tout va bien. Comme je l'ai dit, avec le vieillissement, il y a un petit peu un déséquilibre où il y a moins d'énergie qui est produite et plus de molécules indésirables qui sont produites. Or, il se trouve que la photobiomodulation stimule la production d'ATP sans augmenter la production de ces produits indésirables, les radicaux libres. Ça, c'est un mode d'action. L'autre mode d'action, pour lequel les aspects moléculaires sont moins connus, c'est ce mécanisme anti-inflammatoire. Et là, on sait que la photobiomodulation agit sur des processus cellulaires qui induisent la synthèse, l'activation de gènes, donc de matériel génétique présent dans toutes nos cellules, qui aboutissent à un contrôle de l'inflammation. Donc, pour simplifier, la lumière, en agissant sur les mitochondries et sur d'autres processus, augmente la production d'énergie sans augmenter la production de produits indésirables et en contrôlant l'inflammation. La lumière comme médicament, est-ce Oui, qu'on peut dire ça? C'est ça un peu l'idée, finalement. Alors, il y a évidemment, comme pour tout médicament, et ce sont des études conduites dans un ou deux, même des groupes de recherche de Clinatech, c'est de trouver la bonne dose. Alors, on sait la longueur d'onde. On a aussi, sur la base des travaux in vitro et dans les modèles précliniques,
à peu près, on parle des durées d'exposition de l'ordre de dizaines de minutes, plusieurs fois par jour. Mais on pourrait encore discuter de l'intensité lumineuse, donc, ou d'autres paramètres, le temps évidemment, à quel moment de la journée d'ailleurs. Tout cela est en train d'être étudié pour faire une sorte de posologie, de dosimétrie de la photobiomodulation qui va aider les études cliniques. Ceci dit, on sait quand même dans les grandes lignes la fourchette dans laquelle on va agir en termes de temps, d'intensité et de fréquence. Donc, on est tout à fait justifié pour démarrer les études cliniques en sachant que sur la base d'expériences passées, sur des études cliniques très réduites, un peu comme ça, anecdotiques presque, il n'y a pas d'effets secondaires qui ont été démontrés. Donc, on ne prend pas de risque. On sait qu'en tout cas, tant qu'on reste, par exemple, dans les 20 à 30 minutes par jour, 2 fois par jour, peut-être le matin, le soir, on reste dans une fourchette qui ne produit pas d'effets secondaires. Alors, cette lumière, il faut bien l'amener dans le cerveau. Voilà. Et donc, au fond, Clinatec, vous avez développé un dispositif, une sorte de casque qu'on va peut-être vous montrer. Laurent, oui, peut-être, voilà. On va appeler Laurent Hérault, qui est directeur du fonds Clinatec, et qui va nous faire une sorte de démonstration de ce casque. J'ai besoin du micro ou non ? Oh, oui. Oui. Oui, bonjour. Donc, pour amener cette lumière dans le cerveau, nous avons développé un dispositif médical donc, qui obéit à toutes les normes des dispositifs médicaux, donc utilisable dans un milieu clinique. Et je le sors ici. Donc ça, c'est le dispositif médical. C'est typiquement la mallette que nous remettons aux médecins qui coopèrent avec nous dans les essais cliniques, ou bien aux patients qui, en ambulatoire, vont utiliser ce traitement dans les différents essais cliniques que nous avons. Et donc, à l'intérieur, vous avez ce type de casque. Pour ceux qui aiment le rugby, ça vous rappelle sans doute un casque de rugby, un petit peu. Donc, c'est souple. Pourquoi ? Parce que on a même l'intention de l'utiliser pour améliorer le sommeil, notamment des patients qui ont des troubles du sommeil en raison de maladies neurodégénératives. Et donc, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, vous avez des bandes lumineuses, des bandes qui contiennent des LED. Et ces LED, en fait, vont illuminer le cerveau, vont passer à travers la boîte crânienne. On a démontré à partir d'IRM que la lumière pénètre bien à l'intérieur du cerveau, franchit les os, franchit la boîte crânienne sur une épaisseur de 3 à 4 cm, donc dans le cortex, la partie périphérique du cerveau, qui est une partie souvent touchée par les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Donc typiquement, on a voulu quelque chose d'extrêmement simple à utiliser par les patients. C'est le patient, il a souvent un aidant à côté de lui, mais sinon, on appuie sur un bouton ici, c'est très simple. Il est programmé, ce dispositif est programmé par le médecin. Mais on appuie sur un bouton, il y a une lumière blanche qui s'allume, pendant laquelle vous avez un autotest de toutes les branches lumineuses. Et à l'issue de cet autotest, le voyant ici va passer au vert. Et à partir de là, vous appuyez, vous voyez en vert, là. À ce moment-là, le patient appuie ou son aidant appuie ici. Et simplement, la lumière démarre à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, on est à 1/10 de la puissance parce qu'on n'a pas le droit, pour des démonstrations, d'illuminer plus fort, mais ça éclaire bien. Et ce qui est intéressant avec ce casque, c'est qu'il est utilisable donc, dans les essais cliniques en milieu hospitalier, et il est utilisable ce qu'on appelle en double aveugle. C'est-à-dire que le patient va le mettre sur la tête, et ni le patient ni le médecin ne saura si ce casque est actif ou non, pour éviter les effets placebo. Et c'est simplement à la fin de l'essai clinique qu'on dévoilera l'anonymat pour voir si les patients qui vont mieux sont ceux qui avaient un casque actif. Alors ce casque est utilisé actuellement, on lance une première utilisation dans un essai clinique avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans le service du professeur Blanc, sur des patients atteints de la maladie à corps de Lewy, qui est une maladie neurodégénérative entre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, un petit peu extrêmement complexe à diagnostiquer. Donc 30 patients vont bénéficier de ce casque, 15 auront un casque qui génère de la lumière, 15 auront un casque qui sera inactif, qu'on appelle un casque sham, et qui suivront un protocole où typiquement, parce que vous aurez sans doute la question, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton, ça s'allume et ça s'éteint tout seul. Donc,
Ils auront 2 séances par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir après le dîner, pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, ils auront des rendez-vous réguliers. Alors, ce sera à domicile avec un aidant. Et ils auront des rendez-vous réguliers avec leur médecin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce casque, si vous voulez, il a une vocation d'étude médicale. Donc, il a à l'intérieur une petite prise USB, vous pourrez venir voir. Hein. Donc, il enregistre comment il est utilisé, une forme de mouchard. Hein. Donc, autrement dit, quand le médecin va récupérer le casque, le patient va revenir au bout de 15 jours, voir, il va lui dire « Donnez-moi votre casque ». Il va le brancher en USB sur son ordinateur. Et là, on lui a développé un logiciel qui verra comment le casque a été utilisé. S'il a été bien mis, s'il a marché, à quelle heure il a été utilisé, si toutes les séances prévues se sont bien déroulées. Donc, on vérifie l'observance du traitement par le médecin. Ça, c'est très important. Autre chose importante, c'est que c'est quand même bardé d'ingénierie de haut de gamme parce que, par exemple, les LED qui éclairent vieillissent avec le temps. Et quand au bout de 6 mois, on pourrait avoir une puissance lumineuse un peu plus faiblarde. Donc là, on vérifie en temps réel que la puissance lumineuse qu'on émet vers le cerveau est toujours la même. Donc c'est régulé, etc. Donc voilà, c'est un dispositif médical simple qui, à terme, je pense, sera diffusé auprès de médecins ou de patients à des coûts, à des sommes modiques, parce que c'est pour nous quelque chose de très, très important de disposer de dispositifs non invasifs, accessibles à tous, et diffusable dans la population générale. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Professeur Desestrées, comment vous recevez-vous cette innovation, vous qui êtes sur le terrain? Comment la recevoir sans donner évidemment de faux espoirs? Ouais. Alors, comment la recevoir? Je la reçois bien, je ne serais pas là sinon. Ce que je n'ai pas dit, mais tout le monde le sait, c'est qu'on est très démunis sur il y a des choses, les traitements curatifs qui vont peut-être arriver incessamment sous peu, mais pour l'instant, on est très démunis. Donc, on accueille évidemment bien les choses au niveau de la communauté. Après, je pense qu'il faut être très clair, on n'a pas la prétention de guérir la maladie d'Alzheimer, donc il ne faut pas générer de faux espoirs. Moi, je le vois, alors je ne suis pas spécialiste de la photobiomodulation, donc moi, je le vois comme un facilitateur métabolique, voilà, comme un outil. Une approche complémentaire. Une approche complémentaire, un outil pour booster, pour contrecarrer les effets délétères de l'âge, dans le cadre des maladies neurodégénératives, bien sûr, mais en tant que neurologue, on voit aussi pas mal de patients qui, au cours de la vie, ont des troubles cognitifs qui ne sont pas forcément liés à des maladies neurodégénératives. Je pense en particulier aux patients qui sont pris en charge pour des cancers et qui ont des traitements très lourds, qui peuvent affecter leur fonctionnement cérébral. Et moi, ça me laisse j'ai plein d'idées pour le casque. Voilà, parce qu'on a besoin de quelque chose qui puisse, à un moment donné, pallier à un dysfonctionnement ou à une fragilité. Et on aura besoin de toute façon de tous les outils. Et ce casque, sa photobiomodulation, j'arrive à le dire, la PBM, j'espère, sera un des outils de l'arsenal. Nathalie Toul, comment vous, du côté des mutuelles, vous pouvez évaluer l'intérêt d'une telle innovation? Alors, bien sûr, quand tous les essais cliniques seront terminés, absolument, on va passer dans le domaine public, parce que c'est bien sûr ça qui est intéressant pour nous, c'est que quand vraiment on peut aller jusqu'au bout, et ce qui est assez incroyable, alors je ne l'avais pas vu, moi, le casque, je le découvre aujourd'hui, ça a l'air simple d'utilisation. Et ça, je me dis, c'est que si ça va au bout et qu'on montre des effets très prégnants en fait sur l'évolution de la maladie, plutôt la diminution des effets à long terme de cette maladie, c'est assez incroyable. Ça me met vraiment en joie, moi. Je trouve ça incroyable, voilà. Et d'être faire partie de cette aventure en tant que financeur, ça nous remet à notre place, mais on voit que c'est d'une grande utilité et une grande fierté. Pour continuer évidemment sur cette innovation, il va y avoir le lancement d'un essai clinique, professeur Desestrées, essai clinique qui s'appelle Gérolite, aux Hospices civils de Lyon, où vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer, combien de patients recrutés, quel profil? Alors,
nombre de patients, c'est encore en discussion. Donc le protocole est en cours d'écriture. Je regarde Laurent Hérault. On a beaucoup échangé justement à ce sujet-là parce qu'on avait, par rapport à ce que je vous ai dit là, on a un outil potentiel pour améliorer le fonctionnement cérébral. Donc on s'est dit qu'il y avait une population de non-patients, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne sont pas malades de la maladie d'Alzheimer, mais qui, pour faire très clair, ont de sérieux risques de développer la maladie dans les années qui viennent. Et cette population-là, c'est un peu nouveau parce qu'en fait, c'est une population qui est assez peu ciblée dans les essais thérapeutiques classiques. Parce que je vous ai dit, il y a des traitements qui arrivent sur le marché, les immunothérapies, pour ne pas les citer. Et il fallait aussi qu'on tienne compte du caractère concurrentiel voilà, de ce type d'approche. C'est-à-dire que ces patients, on ne peut pas leur proposer à la fois la PBM, à la fois les immunothérapies. Les patients, ils ne sont pas tous d'accord et on le comprend tout à fait pour participer à la recherche. Donc, on s'est dit que là, on avait une opportunité de cibler une population avec peut-être encore plus d'ambition, c'est-à-dire de regarder quels pouvaient être les effets qu'on espère bénéfiques de la PBM sur le fonctionnement métabolique cérébral et donc sur les symptômes qui découlent de dysfonctionnement cérébral chez des sujets qui ne sont pas malades d'Alzheimer, mais chez qui on va évaluer un haut risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est très perturbant, enfin, c'est très bousculant pour nous, parce qu'en fait, notamment pour la neurologue que je suis, parce que moi, je vois les patients qui sont malades, et les gériatres, leur credo, vous savez, c'est le bien vieillir, la longévité en bonne santé. Ils ont un mentor là-dessus, toulousain, et donc ils sont déjà bien imbibés là-dedans. Enfin, ils ont cette culture, cet ADN. Et là, typiquement, ce que je vous racontais tout à l'heure, cette fédération interdisciplinaire a permis d'amener les neurologues à s'intéresser à ce qui se passait avant la maladie et de partir dans l'aventure là-dedans. Vous allez voir des patients, enfin des gens qui ne sont absolument pas malades, qui sont en bonne santé aujourd'hui, qui ont des risques de développer, par exemple, la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des parents atteints, parce qu'ils ont des facteurs de risque. Des facteurs de risque. On arrive à une période assez révolutionnaire où on a des marqueurs sanguins qui permettent de quantifier, d'évaluer le risque de développer la maladie. Et donc, vous allez voir ces gens qui ne sont pas malades. Donc, c'est un enjeu aussi éthique. Ouais. Professeur, vous vouliez intervenir là-dessus? Complètement. C'est un enjeu éthique, mais je crois que, si j'ose utiliser cette expression, le jeu en vaut la chandelle. Parce que, finalement, il y a, notamment en faisant référence à ce biomarqueur qui va être utilisé, qui est maintenant validé et qui montre quand même qu'il y a un processus anormal, appelons-le comme ça, qui se produit dans le cerveau de cette personne. On ne les appelle pas encore patients, mais ces personnes. Parce que, par exemple, il y a, et là c'est une question, alors là l'enjeu éthique est, je dirais, encore plus fort, il y a un gène, il y en a plusieurs, mais disons le principal, de gène de vulnérabilité. Donc si vous avez une forme particulière d'un gène qui code pour une protéine, on se dirait que ça n'a rien à voir avec l'Alzheimer. C'est une protéine qu'on appelle apolipoprotéine qui, en fait, lie le cholestérol dans le sang, qui le transfère, donc, a priori, ça n'a rien à voir. Mais on a vu que, du point de vue épidémiologique, cette protéine, ce gène qui existe sous 3 formes, ApoE2, 3 ou 4, si vous avez la forme 4, vous avez, en tant que groupe, pas comme individu nécessairement, mais vous appartenez à un groupe qui a 5 fois plus de probabilité de développer la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas un petit groupe, c'est quand même 12 à 15% de la population. Si vous avez l'ApoE3, ce qui est la plupart des personnes, vous êtes neutre, disons. Par contre, si vous avez l'ApoE2, vous avez de la chance parce qu'a priori, il semblerait que vous êtes protégé. Mais bon. Mais là, dans la question de l'ApoE4, et on en a débattu dans nos discussions. On n'est pas d'accord. Voilà, ouais, on était à peu près d'accord. Alors, c'est que bon, ok. D'abord, c'est pas compliqué à trouver. On peut identifier ça assez simplement ce gène. Mais vous dites quoi?
à la personne. Vous appartenez à un groupe qui peut-être a plus de chances. Est-ce que les personnes doivent le savoir ou pas? Que dit-on à Voilà. ces gens-là? Par Oui. contre, ce marqueur, ce n'est pas une supposition, c'est déjà quelque chose qui indique que vous êtes à risque. C'est comme, je ne sais pas si c'est un bon exemple, Virginie, tu me diras si c'est une bonne idée ou pas, mais si vous avez une tension élevée, une pression sanguine élevée, vous êtes à risque, et donc on peut justifier d'administrer un antihypertenseur. Voilà. Vous voulez réagir, professeur? Non, mais on s'est mis d'accord depuis. Ah oui, oui, on s'est mis d'accord. Non, mais parce que ça Mais- nous bouscule sur la gestion, sur l'annonce du risque, et on n'est pas encore, on a encore du chemin à parcourir. Je pense en France en particulier. Le rêve de nos gériatres, et en particulier de nos jeunes gériatres, c'est de créer des cliniques de la prévention et du Brain Health Services, là où on serait évaluer chez chaque patient les facteurs de risque de façon à adapter le programme de prévention dont parlait Madame Tolz. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Mais de là à faire un diagnostic ou de risque, de haut risque d'un processus actif, effectivement, c'est des choses pour lesquelles il faut qu'on s'arme et qu'on apprenne à gérer ça avec des critères éthiques, avec des mesures d'anxiété générées par ce type d'approche. Voilà, également. c'est clair. Donc ça, on est armé là-dessus. Et je voudrais juste mettre une parenthèse ici. Je dois dire que ces discussions que nous avons eues avec le groupe lyonnais, et comme vous l'avez souligné, ce n'est pas seulement la neurologie, mais la gériatrie, la réhabilitation, enfin, ça montre vraiment ce dont que Virginie a décrit, cette collaboration au sein des hospices de Lyon. Ça a été vraiment une conversation en profondeur, disons, sans gants de boxe, quoi. On s'est dit ce qu'on pensait. C'était courtois. Heureusement. D'ailleurs, une des professeurs s'appelle Madame Courtois. Madame Jacquin, courtois. Ça tombe bien. Nathalie Toul, vous vouliez dire un mot sur... C'est très nouveau, c'est un essai clinique, on peut dire c'est un essai clinique là qu'on annonce ce soir de prévention. Ouais, de prévention. D'habitude, on fait des essais cliniques. C'est pas comme ça, ouais. C'est pas sur les patients atteints. Là, on est sur la prévention. Bah, C'est l'avenir. c'est l'avenir. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Si on peut éviter le déclenchement de la maladie, c'est incroyable. Question à vous tous, enfin, professeur, si ça marche, bon, au résultat de cet essai, on ne sait pas encore quand. Combien de temps? Combien de temps? On Ça a va pas être posé la long question. quand même. Ça va être long. Oui. Mais si ça marche, si ça fonctionne, est-ce que ça serait un dispositif, on le disait, Laurent Hérault le disait, qui doit être accessible à tous ceux qui en ont besoin? C'est ça. Médecins. Oui, c'est un dispositif, je ne vais pas dire bon marché, mais ce n'est pas un appareil qui coûte des millions, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, même pas. Donc, Laurent, il coûte à la production 15 à 20 000 euros, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. La production, Donc, oui, c'est Laurent quelque Hérault. chose. C'est quelque Je crois chose qu'il de... il m'a dit moins tout à l'heure. Ouais. Un Il m'a peu dit moins. 1000. Oui, 10 000. Oui, à terme, si les essais cliniques sont concluants et Un qu'on grand passe échec. ça en population générale, on sera à l'ordre du millier d'euros, 2000 euros, dans ces ordres de grandeur-là. Pas plus. Aujourd'hui, c'est un peu plus cher parce que ce sont des prototypes. Un petit peu, on en produit, par exemple, en 2026, on en produit 150 de façon à les diffuser auprès des patients dans les essais cliniques. Donc, c'est un petit peu cher dans le sens que ce sont des éléments en petite série, mais en grande série, on sera dans des sommes totalement accessibles. Et on peut imaginer, moi je rencontre des médecins qui aimeraient bien, si les essais cliniques sont concluants, disposer d'un certain nombre de casques comme ça dans leur cabinet pour les louer à leurs patients. Donc on peut imaginer des mécanismes de diffusion pour des thérapies de quelques mois auprès de leurs patients avec des mécanismes financiers qui vont bien. Donc ça devrait être accessible. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'on va vous donner la parole maintenant, si vous en êtes d'accord tous les trois, parce que je pense que vous avez peut-être des questions à poser à nos trois intervenants, parce que le sujet est quand même assez passionnant, et vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Monsieur qui est là. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir un... Non, on peut avoir un... Non, bah, je vous donne mon micro, monsieur. Il faut bouger, paraît-il. Jean Soubiel, je suis médecin, je suis administrateur à la Fondation Covéa. J'étais venu à Clinatech vous visiter. Bon, d'abord, le sujet est passionnant. Je vous ai posé une question. Vous avez parlé de l'aliment des mitochondries visant à métaboliser et produire de l'ATP. C'est le sucre. Moi, plus je fais de la médecine, maintenant je suis retraité de mon activité de médecin expert, plus je me rends compte de l'importance de la nutrition dans la vie de l'homme. On a des adages, on croise sa tombe avec ses dents. Pour être très simple, un patient diabétique n'est pas plus protégé qu'un autre parce qu'il a des maladies associées, la micro-angiopathie. Y a-t-il des sucres particuliers, c'est une question un peu provocante, qui peuvent être des facteurs favorisant d'une alimentation intéressante des neurones? Je pense que ce n'est pas les sucres élémentaires. Bon, c'est une question qu'il faut sûrement pondérer, mais je me rends compte que la place de l'alimentation qui est manifestement inadaptée à notre monde et qui produit des ravages, notamment l'obésité, l'hypertension et la microangiopathie partout, peut avoir... Je voudrais bien votre avis sur la mitochondrie. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais le substrat énergétique préféré des neurones, c'est le lactate. Bon, je dois dire, et je suis un petit peu mal placé pour faire de la promotion, vu que c'est quelque chose qui est sorti de mon laboratoire il y a 30 ans, mais qui est maintenant largement accepté. Ce n'était pas facile d'ailleurs de le faire accepter parce que lactate, c'est associé à l'hypoxie, à l'ischémie, les crampes musculaires, etc., etc. Là, on parle d'un processus, terme technique mais simple, glycolyse aérobie, c'est-à-dire le glucose est transformé en lactate en présence d'oxygène, pas parce qu'il y a une hypoxie. Et il se trouve que les cellules, et ça me permet de parler de mes cellules préférées, les cellules qui opèrent ce processus métabolique sont les astrocytes, les cellules gliales. Alors, nous avons démontré, il y a une trentaine d'années, qu'en fait, les astrocytes, qui sont des cellules qui sont placées de manière stratégique, elles ont des processus autour des capillaires sanguins, la source d'énergie, donc du glucose, et les synapses, les connexions entre les neurones. Et nous avons démontré le processus par lequel cet astrocyte détecte l'activité neuronale, enclenche une série de processus biochimiques qui aboutissent à l'entrée du glucose, à l'activation de la glycolyse aérobie et à la production de lactate. Donc, donc l'idée, là je prends un raccourci, pourquoi pas administrer du lactate, qui d'ailleurs peut passer à travers ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire cette barrière qui protège le cerveau de la périphérie. Et en fait, ce lactate pourrait être utilisé directement par les neurones. Mais bon, d'ailleurs, il passe moins bien que le glucose, quand même à peu près 5 à 6 fois moins bien. Ceci dit, ça c'est une discussion encore ouverte aujourd'hui, l'exercice physique, qu'est-ce qu'il fait? Il produit du lactate. Et on sait que l'exercice physique est bon pour le cerveau. Et il y a même une étude très récente, d'ailleurs que j'ai partagée avec mes amis lyonnais, qui montre un effet étonnamment rapide, je dois dire. Mais bon, je pense que le groupe est crédible, à vérifier, on le gardera à l'esprit, qui améliore les fonctions cognitives après administration pendant rapide, même en quelques jours, heures même, je crois, de l'administration de lactate. Donc, l'alternative à cela, il y en a deux. Une, c'est utiliser des molécules qui sont capables d'agir sur les astrocytes pour leur faire capter plus de glucose et le transformer en lactate. Et en fait, j'ai une spin-off de mon laboratoire à l'EPFL qui a identifié une série de molécules, dont une va entrer en phase clinique cet été. Ou alors, et c'est ce qu'on discute dans une autre indication de la photobiomodulation, mais qu'on pourrait à l'occasion discuter aussi dans Gérolite, c'est co-administrer lactate et lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce lactate, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le neurone, on a démontré les mécanismes par lesquels il rentre. Il est transformé, je m'excuse de terme technique, en pyruvate, qui est en fait
lui, le carburant qui entre dans la mitochondrie. Donc, si vous augmentez l'efficacité de la mitochondrie avec la lumière et vous fournissez le carburant à la mitochondrie, ce carburant prédigéré, si vous voulez, ce n'est pas du glucose, c'est du pyruvate, eh bien, peut-être que vous augmentez l'efficacité. Et en fait, des études préliminaires, on va dire, mais assez convaincantes déjà à Clinatech, montrent que, et je crois que peut-être consciemment, Laurent l'a mentionné, cette photobiomodulation sera administrée après les repas. Et on a vu que ça a un effet plus marqué. Voilà. Dans les modèles animaux. Et en bougeant. Pardon ? Et en bougeant. En bougeant. Pour l'aérobie, Voilà, En bougeant et en mangeant. Il faudrait être sur un treadmill Ouais. avec le casque Voilà. après manger. Voilà. Donc après la radiothérapie vectorisée, on a la PBM vectorisée. Voilà. Il y a une autre question, je crois, dans la salle. Merci C'est beaucoup. pour vous la question. Oui, bonjour. Moi, j'utilise en fait du 660 et 1050 nanomètres depuis à peu près 6 mois. Et je voulais savoir quelles étaient les longueurs d'onde que vous avez sélectionnées pour le casque. Et après, j'ai une autre question. D'accord. Alors en fait, on a fait à Clinatech, on a évalué quelle était la longueur d'onde idéale à utiliser. D'abord, on l'a fait sur des modèles numériques du cerveau. Donc on a fait une forme de jumeau numérique du cerveau pour voir comment la lumière se propageait dans le cerveau en fonction de sa longueur d'onde. La longueur d'onde. Et donc on a évalué 670, etc. Et on s'est rendu compte que la longueur d'onde qui pénètre bien dans le cortex, c'est 810. Donc on s'est placé à 810 nanomètres. À 670 nanomètres, la pénétration est beaucoup plus faible en transcrânien. C'est plus faible. Nous, notre but, c'était on montre qu'à 810 nanomètres, on pénètre de 3 à 4 cm dans le cortex. On l'a vérifié en IRM, mais à 810, excusez-moi de la question très technique. Donc nous, on pense que c'est 810, c'est la bonne mesure aujourd'hui, qui est largement utilisée d'ailleurs dans la communauté internationale. Et tout à l'heure, je reviens là-dessus parce qu'on parlait de la dose et de la posologie. C'est important qu'on se mette d'accord au niveau international sur la longueur d'onde. Il semble que 810 nanomètres recueille un consensus. Donc on étudie en particulier la dose optimale à la posologie pour un patient donné, en fonction de son âge, etc., à cette longueur d'onde. Et ce casque-là émet à 810 nanomètres. Vous aviez... Comment ? Ah, c'est une fréquence, c'est de la lumière pulsée à 40 Hz. Voilà, c'est très technique. Hein. Non, mais on a besoin de précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Professeur. Oui. Excusez-moi. Bon, je suis Marie Fuzati, je représente l'association de patients France Parkinson. Donc j'ai un peu une double casquette parce que j'étais chercheur dans ma vie précédente. Donc je vais utiliser mes 2 casquettes aujourd'hui pour 2 questions. La première, c'est sur le casque. On sait que le cortex, c'est pas cette masse uniforme superficielle, mais qu'elle a des fonctions différentes selon les endroits. Je me demandais si vous avez réfléchi au positionnement des LED sur le casque pour qu'il active des régions différentes ou spécifiques. Alors, peut-être tu veux répondre. Disons, c'est une discussion que nous avons eue. L'idée est, en tout cas dans les études initiales, d'avoir une illumination globale du cortex, en sachant aussi que, comme les circuits neuronaux sont très connectés, aussi bien les voies afférentes au cortex que les voies efférentes, il est possible à démontrer. En fait, on a quelques résultats en IRM fonctionnels qui vont dans cette direction. C'est qu'on peut avoir des activations, des effets même à distance, dans des régions plus profondes, parce qu'il y a cette très forte connectivité. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, il est possible on est en train d'y réfléchir d'ailleurs dans une indication qui est en fait pour laquelle on sait qu'il y a des anomalies métaboliques, du métabolisme énergétique, notamment dans dans les régions frontales. C'est les troubles de l'humeur, la dépression. Et donc, on est en discussion avec un collègue grenoblois, le professeur Mircea Polozan. Et c'est une question qu'il a soulevée. Il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement localiser du côté plutôt frontal que c'est quelque chose qui est faisable du point de vue technique. Je dirais que c'est une évolution des approches
qui vont venir. Oui. Oui. Et je dirais que ce casque est totalement programmable. Donc on peut tout à fait, par logiciel, décréter que simplement, si on veut éliminer le cortex préfrontal pour une pathologie, eh bien seules les bandes qui éliminent le cortex préfrontal seront utilisées. Voilà, donc, mais ça, vous avez la version 1. Après, vous allez avoir des versions avec plusieurs modalités de neuromodulation qui seront transférables, qui seront multipatients, etc. Donc, mais tout à fait, on peut sélectionner la zone. Si vous avez, on s'intéresse aussi aux troubles cérébelleux, donc dans ce cas-là, on illuminera plutôt l'arrière du crâne. Et maintenant, je vais mettre ma casquette d'association de patients. Et vous avez parlé d'espoir tout à l'heure. Et moi, j'aimerais vraiment demander aux chercheurs de ne pas donner trop d'espoir aux personnes malades. Je vous dis par exemple, là, il y a quelques jours, on a parlé des cellules souches dans la maladie de Parkinson. Le standard de France Parkinson est bloqué. On nous demande d'intervenir auprès de l'État pour que l'État autorise et se mette en contact avec le Japon, alors on parle d'intervention sur 7 patients, dont 4 ont des résultats positifs. Souvent, on booste l'espoir des patients et quand les espoirs sont déçus, c'est pire. Donc moi, c'est vraiment un appel que je fais en tant qu'association de patients, c'est de mesurer les espoirs qu'on donne aux patients parce que quand ils sont déçus, la chute est terrible. Merci. Bien sûr. Vous voulez réagir à ça, professeur ? Totalement, Bah, d'accord. Ouais. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il a un impact. La chute a un impact aussi sur les symptômes et tout. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour, Jean-Martin Consolat, je suis médecin et aussi administrateur de la Fondation Covea. Je vous pose une question qui est un peu loin de ce qu'on a vu aujourd'hui, qui est absolument passionnant. J'ai assisté récemment à une conférence aussi sur les maladies psychiatriques. Je vois tous les progrès qu'on fait aujourd'hui pour mieux connaître les maladies psychiatriques. Et j'étais marqué par le fait qu'on montrait qu'il y avait eu un grand facteur à la fois inflammatoire, mais aussi avec des risques, des causes environnementales. Est-ce que aussi, vous voyez, dans l'apparition, l'accélération de la maladie d'Alzheimer, des causes environnementales qu'on pourrait éventuellement prendre en charge? Alors, je parle dans mes limites de compétences, d'accord ? Mais il y a un papier que j'ai en tête sur le cadre, pas pour la maladie d'Alzheimer, mais pour la maladie à corps de Lévy, dont on parlait récemment, où clairement il y a des données extrêmement perturbantes et qui ont l'air très robustes pour corréler à la pollution environnementale. Donc, est-ce que c'est un facteur parmi d'autres ? Est-ce que c'est un facteur causal ? Je ne suis pas en mesure d'y répondre, mais oui, c'est la recherche en santé environnementale et l'impact sur les pathologies neurodégénératives, avec tout un rationnel dont M. Magistretti parlerait mieux que moi. Mais ces facteurs environnementaux impactent le métabolisme, impactent les protéines cérébrales, donc c'est assez logique. J'ai envie de dire, c'est même étonnant qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant. Ah non, je suis pas du tout sur... J'espère que je vais pas... Mais il y a des données. Ah non, oui, mais c'est... Il y a des questions, et de toute façon, c'est des questions qu'il va falloir aborder. Et on a actuellement les moyens, grâce à des grands registres, grâce à des données et la recherche sur données, des choses qu'on ne pouvait pas aborder avant, des questions qu'on peut maintenant aborder de façon sereine et scientifique. Et puis je pense aussi, si j'ai bien compris votre question, on entend comme ça dans la conversation tous les jours, ah, voilà, il y a plus d'Alzheimer parce qu'à cause de la pollution, etc., etc. Maybe, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que la population, la durée de vie augmente, une maladie liée au vieillissement, donc en termes absolus, il y aura plus de patients Alzheimer. C'est tout, parce qu'il y a 50 ans, ils mouraient avant. Voilà. Ouais. C'est de la statistique. Là, c'est vous, voilà, la statisticienne. Encore une question. Bonjour, Ludovic Jacquier, je suis vice-président de l'association des aidants et malades à corps de Lévy, donc je ne suis pas docteur ni chercheur, mais plutôt aidant. On sait que dans les maladies neuro, alors déjà on remercie Clinatec d'avoir choisi déjà cette maladie pour son premier essai clinique. Ce qu'on essaie de comprendre en fait aussi, c'est compte tenu de la multitude en fait de symptômes que l'on voit apparaître dans les différentes maladies neurodégénératives, quels sont les premiers symptômes que vous attendez visibles, en fait, quels premiers résultats sur quels premiers symptômes espérez-vous voir apparaître avec la photomodulation?
Apparaître ou disparaître. Ou disparaître, Oui. oui, tout à fait. Vas-y, je crois que c'est toi la Nora. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Alors là, qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Et j'insiste sur le. Alors, les choses qu'on sait mesurer, c'est certaines fonctions cognitives dans les tests, mais c'est pas forcément celles qui parlent le plus sur le plan clinique. Il y a le sommeil et les troubles du sommeil. Je vous parle pour la maladie à corps de Lévy où je suis pas du tout à l'aise parce que je suis pas impliquée dans le. Je suis Dans pas les Frédéric Blanc, d'accord, mais je vous parle en tant que clinicienne. Voilà, les symptômes que on pourrait imaginer être améliorés et qui seraient significatifs sur le plan clinique, parce que il y a des choses où c'est moins de pertinence. Voilà, les symptômes, les troubles du sommeil, et puis l'anxiété qui est liée à ces maladies également. Je pense que c'est les principaux symptômes qu'on pourrait espérer voir pas disparaître. J'insiste. Ouais. Atténuer. Atténuer, s'améliorer, Atténuer. atténuer. Et arrêter d'évoluer. Je peux peut-être faire une petite précision, c'est vraiment presque sémantique. Vous avez très aimablement dit que Clinatec a choisi la maladie de Lévy, à corps de Lévy. Je dirais que c'est l'inverse. C'est le professeur Blanc qui a choisi Clinatec pour faire essais cliniques. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, par définition, Clinatec apporte le soutien technologique, scientifique, méthodologique, essayer de comprendre les mécanismes, à développer sur cette base un instrument, enfin un device médical, mais les études sont bien sûr conduites par les cliniciens qui se montrent intéressés. Mais je voulais peut-être faire un commentaire que le professeur Destestré a fait au tout début en disant que les troubles cognitifs ne sont pas l'apanage exclusif des maladies neurodégénératives. Et je pourrais donner deux exemples sur lesquels la photobiomodulation a attiré l'attention de cliniciens, justement. Premier, ce sont les séquelles des traumatismes crânio-cérébraux. Il y a bien sûr la phase aiguë qui met en péril la vie du patient. Le pronostic vital est engagé, voilà. Mais disons, si on passe cette phase, il y a une phase de réhabilitation et même au bout de cette phase de réhabilitation, dont un pourcentage élevé de patients, je crois ne pas exagérer, entre 30 et 40%, il y a encore, même pour des traumatismes crânio-cérébraux modérés, qui n'ont pas nécessairement même impliqué une perte de connaissance, ou en tout cas très, très limitée dans le temps, il y a un vrai problème de symptômes, on va appeler ça subtils, mais qui ont une influence très négative sur la vie du patient et de sa famille. Des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, voire même des changements, le terme n'est pas trop fort, de personnalité. Et ceci va rendre la réinsertion sociale, professionnelle, beaucoup plus difficile. Et il y a une étude, de nouveau, avec nos amis des hospices civils de Lyon, notamment le professeur Lyoté et madame la professeure Jacquin-Courtois, qui s'intéressent, qui soignent des patients en réhabilitation, notamment post-traumatisme crânio-cérébraux. Et l'idée, c'est que la photobiomodulation, en fournissant cette addition d'énergie et de cet effet anti-inflammatoire, pourrait avoir un effet positif. Et donc, c'est pour dire que ces patients peuvent avoir des troubles cognitifs, ils n'ont pas nécessairement une maladie neurodégénérative. Et une autre aussi, là c'est les psychiatres qui s'y intéressent, dans les dépressions profondes, il y a des troubles cognitifs. Vraiment, les gens sont... Et lorsqu'ils sortent de la dépression, ils récupèrent. Alors, ils peuvent le faire par la psychothérapie, par la pharmacothérapie. Et ce projet qui est encore en cours d'élaboration avec le professeur Mischa Polozan et madame la professeure Marion Leboyer, va viser les troubles, entre autres cognitifs, associés à la phase de dépression dans le trouble bipolaire.
Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, oui, une dernière. Et puis après, je vous invite à prolonger peut-être ces entretiens en regardant Paris. Bonjour. Alors moi, je voudrais parler du professeur Chabardès, qui travaille avec Clinatec pour les maladies de Parkinson et qui a déjà implanté cette fois-ci, lui c'est de l'implantation, il n'utilise pas de casque, des électrodes qui vont jusqu'à la substance noire pour dynamiser, si j'ai bien compris, la production ou en tous les cas de booster les neurones dopaminergiques. Et, il a fait ça sur 3 patients, 0 effet secondaire. Moi, je trouve ça formidable d'avoir des médicaments ou en tous les cas des traitements avec 0 effets secondaires, surtout que dans tous les autres médicaments, il y a des effets secondaires. Et puis surtout, il s'est rendu compte que au lieu d'arrêter ou de ralentir la maladie, il y avait des progrès et en fait, les signes moteurs étaient améliorés. Est-ce que vous avez, parce que cet article date d'1 an, des informations supplémentaires à nous donner sur ce type d'études ? S'il vous plaît, merci. Oui, vous faites bien de soulever ce problème. Ce dont on n'a pas de problème, c'est question. Ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est l'approche extracrânienne, avec les limites qu'elle peut avoir, mais enfin, et donc, par exemple, pour atteindre la substance noire qui est profondément localisée dans le cerveau, évidemment, a priori, il n'y a pas vraiment d'utilité. Quoi qu'on peut, comme je disais, il y a des effets à distance peut-être, mais disons, on ne peut pas compter dessus a priori pour une première étude. Par contre, ce que le professeur Chabardès, qui fait effectivement, qui est à l'hôpital universitaire de Grenoble-Alpes et à Clinatec, qui est si on ose utiliser le terme, un disciple du professeur Benabid, et Alim Benabid a été d'ailleurs le fondateur de Clinatec. C'est Alim Benabid qui a fondé Clinatec et qui, comme vous le savez, a développé cette technique de la stimulation cérébrale profonde d'un noyau particulier aussi, pas la substance noire, mais le noyau sous-thalamique, dans une région aussi très profonde du cerveau, et qui a des effets spectaculaires sur les symptômes de la maladie. Ça n'a pas d'effet curatif, mais il y a... comme ça m'arrive de lire, je suis ami d'Alim Benabid depuis 40 ans, on se connaît depuis qu'on est... Il est un peu plus âgé que moi, mais on est amis très proches depuis très longtemps. Et il y a quand même dans le monde 300 000 personnes qui vont mieux grâce à lui. Voilà. Mais justement, il s'agit d'une stimulation électrique d'un noyau particulier dont on ne connaît pas encore exactement le mode d'action, quand même, on a des idées, mais qui ne, semble-t-il, n'a pas vraiment d'effet sur la progression de la maladie. C'est un traitement symptomatique extrêmement utile pour les symptômes invalidants, mais voilà, qui en reste au niveau symptomatique. Le professeur Benabid, avec le professeur John Mitrofanis, qui est le conseiller scientifique de Clinatec, ont développé il y a 10 ans une approche expérimentale dans des modèles animaux de Parkinson. Et ils ont eu l'idée d'implanter des sondes qui produisent cette lumière dont on parle. Et ça a eu des effets assez spectaculaires dans la prévention. C'est-à-dire qu'on a induit pharmacologiquement par une toxine particulière qui amène la destruction de la substance noire, ils ont pu prévenir l'apparition des symptômes grâce à la photobiomodulation. Donc un effet de prévention sur la neurodégénérescence. Sur cette base-là, le professeur Chabardès et le professeur d'ailleurs Benabid, qui ne pratique plus, mais qui a, comme je l'ai dit, fondé Clinatec et qui a participé au design de cette étude clinique. Donc, le professeur Chabardès a implanté une sonde qui produit cette lumière à cette longueur d'onde dans le 3e ventricule, donc une région du cerveau où il y a un peu de place et qui est proche de la substance, des 2 substances noires. Et effectivement, c'est encore un peu pour en parler, mais Stéphane Chabardès a montré quelques résultats initiaux très encourageants parce qu'en fait, on connaît assez bien la progression de la maladie de Parkinson. Bien sûr, il y a des variabilités individuelles, interindividuelles, mais on sait à peu près quelle est l'histoire naturelle de la maladie. Donc, appelons ça une ligne descendante avec le temps sur certaines performances. On peut quantifier tout ça.
eh bien, disons, cette péjoration est ralentie considérablement, semble-t-il, dans après, je crois, bientôt 3 ans des tout premiers cas. Alors, comme l'a noté la présidente de France Parkinson, il faut être prudent. Il y a eu quelques publications préliminaires, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire, et semble-t-il, mais je pense que le mieux, c'est on pourrait mettre en contact avec le professeur Chabardès, vous pouvez discuter avec lui de ça. Et simplement que c'est un essai clinique qui s'appelle NIR Parkinson, qui inclut 12 patients. Et aujourd'hui, les inclusions sont terminées. Donc, les patients sont suivis et il est supposé se terminer à la fin de l'année 2026, date à laquelle donc, les résultats seront communiqués. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. On vous invite à continuer peut-être ces discussions, si vous le souhaitez, autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci à vous trois.